pour commencer un peu à se plonger dans la question de la complexité, une petite citation sur laquelle on peut se laisser porter. Nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitudes à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille. Donc, je vous laisse mijoter ça, ça vient d'Edgar Morin. Maintenant, ce que je vous suggère, c'est de regarder cette œuvre-là, une œuvre qui représente, pour aujourd'hui, qui représente la complexité. De vous laisser vraiment absorber, prenez le temps de vous déposer, de l'observer, de regarder, puis d'essayer de connecter chez vous, à l'intérieur de vous, sur qu'est-ce que ça fait naître. Quand on vous parle de complexité, de chaos, qu'est-ce que ça fait naître comme émotion chez vous? Comment vous vous sentez par rapport au chaos? Comment vous vous sentez par rapport à la complexité? En regardant cette œuvre-là ou en pensant à la situation actuelle, qu'est-ce que ça fait émerger comme émotion, comme sentiment? Je vais vous demander, pour qu'on puisse avoir accès à ce que vous identifiez, je vais vous donner une ou 2 minutes pour que vous preniez le temps de vous déposer puis de vraiment avoir accès à ce qui se dit en vous. Et ensuite, je vais vous demander de nous envoyer dans le chat vos réponses. Qu'est-ce qui vous apparaît comme étant, qu'est-ce qui apparaît pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Là, je vais juste, voilà. Donc, de nous écrire dans le chat et on va regarder à travers le chat qu'est-ce qui naît pour vous en ce moment. Là, je me demande, Annick, si j'ai arrêté le partage écran parce que je ne voyais pas le chat. Oui, tu peux y avoir accès dans le bas. Parfait, voilà. Merci. Donc, quand vous êtes prêts, écrivez-nous dans le chat qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la complexité. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? On a déjà quelqu'un qui nous dit que ça évoque de la fatigue. On se sent peut-être dépassé, donc c'est épuisant. Par où commencer? Michel, rébarbatif, un sentiment de désorganisation, le sentiment d'urgence, d'être adéquat, de responsabilité, d'être le pilote dans la crise et dans la brume. Manuel nous parle de flou, de pression, sentiment d'être embrouillé, de l'angoisse. Réflexion. Donc, ce qu'on voit, c'est que d'une façon générale, on voit même de la panique, de la réflexion, de l'angoisse, de la panique, c'est demandant. Hein? On a écho avec le sentiment de la fatigue. On a de la joie malgré tout, ça c'est intéressant. C'est intéressant de lire ça. D'autres choses encore que vous aimeriez partager sur qu'est-ce que ça évoque, comment vous vous sentez? Moi, je me sens enthousiaste. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opportunités d'être créatif. OK? Excellent. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que bon, les sentiments sont assez variés, en fait, et que on ressent beaucoup d'éléments qui sont liés à la peur ou à l'angoisse. On ressent le sentiment d'être dépassé, le sentiment par quel bout commencer, par quel bout je vais prendre ça. Il y a quelques moments ou quelques personnes qui ont parlé de créativité ou qui ont parlé de sentiments de joie à travers ça, mais en réalité, de façon générale, ce que ça crée, ce genre d'image ou le sentiment de complexité, on le sait, c'est la peur, le doute, l'angoisse, principalement parce que ce qu'on constate, c'est que ça nous renvoie à notre incapacité de prédire ce qui va arriver, de planifier ou d'ordonner le monde autour de nous. Donc, là, je vais rentrer dans la définition. Je vais vous parler de la complexité, je vais vous expliquer des théories autour de ça. On va creuser à travers ça. Donc, je vous invite à écouter, à capter ce
ce qui ressort avec ça. Mais je pense que mon objectif ici, c'est de faire le lien avec ce qu'on ressent par rapport à la complexité. Puis après ça, de nous donner des pistes là, pour que ce sentiment-là de doute, d'angoisse, de panique même, de fatigue, on trouve des façons pour que ce soit plus léger. On ne changera pas le chaos, on ne changera pas non plus. Je ne suis pas sûre qu'on va être capable de trouver de quel bout ça part tout ça, mais on va se donner des moyens pour que les émotions qu'on vit à travers ça s'en vont plus vers ce que, par exemple, Gabrielle nous partageait, elle sentait de la joie ou de l'enthousiasme autour de ça. Alors, pourquoi on sent de l'angoisse quand on est dans un système complexe, dans la complexité? C'est que ça nous renvoie, comme je vous disais, à cette impression-là que finalement, on ne peut pas planifier, on ne peut pas ordonner le monde autour de nous. Puis, si on regarde les civilisations occidentales, on le sait, là, l'être humain a longtemps envisagé le monde avec la prétention pas seulement de pouvoir prédire ce qui allait arriver, mais en plus de le contrôler complètement. Puis le méchant débarque, mars 2020, alors qu'on pense être capable de contrôler le monde, on se dit « Restez chez vous ». Il y a un minuscule virus qui est tellement grave, on n'arrive pas à le contrôler. Donc, on ne peut pas contrôler notre monde. Pourtant, on le savait, ça. On le sait depuis très longtemps. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait longtemps qu'on sait qu'on ne peut pas survivre en dépit de notre environnement. Ça fait longtemps qu'on comprend qu'on en fait partie. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on le comprend qu'on l'a vraiment intégré. Puis là, vous allez être d'accord avec moi. On a seulement à regarder les crises actuelles dans le monde occidental pour constater que notre pensée linéaire, la pensée qu'on a de pouvoir ordonner les choses, de les classifier, puis d'avoir un début, puis après ça, prédire la suite, nous a amené à voir, par exemple, la croissance de façon exponentielle. Attendez. Voilà. De façon exponentielle. Alors, ce qu'on voit dans nos sociétés occidentales, c'est que la croissance exponentielle arrive à créer des grands changements sur lesquels, en bout de ligne, on n'a plus de contrôle et qui sont impossibles à contenir à long terme. Dans le fond, une croissance exponentielle, c'est insoutenable. Puis là, je vais vous donner des exemples, vous allez les reconnaître, là, je suis sûre que vous les reconnaissez de toute façon. L'activité humaine, par exemple, a complètement déréglé notre climat. Et puis, on en sent de plus en plus les conséquences aujourd'hui. On a juste à regarder aussi l'économie, le système d'économie qu'on voit s'écrouler, que ce soit en Grèce, en Espagne, en Chine, puis aujourd'hui, mondialement, on va voir un enjeu avec notre système économique. La question de la justice sociale, on voit les inégalités au niveau économique, 1% de la population qui détient une majorité des richesses sur cette planète. On voit une inégalité dans le respect des droits humains. Si on regarde juste au niveau des religions, on voit les conflits religieux qui se mondialisent. Après ça, au niveau des ressources, on voit que nos ressources planétaires menacent notre environnement puis même notre survie. Aujourd'hui, la société du pétrole est complètement ébranlée. Puis finalement, l'alimentation, encore une fois, on a des millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim, alors qu'on a des gens ici, en fait, nous, on peut s'empoisonner ou manger des choses qui ont été surprocessées, etc. Fait que donc, on réalise que toutes ces crises-là, en fait, elles sont le résultat d'une pensée linéaire. Donc, on pense la croissance de façon exponentielle. Et quand on cherche des résultats pour ces crises-là, quand on ne cherche pas des résultats, mais des solutions pour ces crises-là, c'est la même chose. On cherche encore des solutions qui vont être linéaires. C'est notre façon de penser. Pourtant, on le sait collectivement, je le disais tantôt, on le sait qu'on ne vit pas dans un monde linéaire. Déjà en 1873, James Clerk Maxwell nous disait qu'il avait découvert que dès qu'il y avait un changement dans un système, ça rendait le système absolument imprédictible. Là, ce mot-là, je l'ai pratiqué, là, imprédictible. Alors, donc déjà en 1873, on le savait. Et plus tard, plus récemment dans l'histoire, la découverte que James Clerk Maxwell avait faite, elle a été consolidée dans ce qu'on appelle la théorie du chaos ou de la complexité. Alors là, je rentre dans la théorie du chaos. Attention, mesdames et messieurs, là, ça va être intéressant. Vous la connaissez déjà. C'est évident que vous la connaissez déjà. Vous avez tous déjà entendu parler de l'effet papillon.
Est-ce que je me trompe? Je peux voir des pouces, voir que des gens qui ont entendu parler de l'effet papillon? Oui, OK. Donc, ça vous dit quelque chose, hein? Le concept qu'un battement d'aile de papillon, oui, je vois des pouces, super, super. Donc, vous avez déjà entendu ça. Qu'un battement d'aile de papillon au Mexique va provoquer une tornade au Texas. Vous avez entendu déjà parler de ça? Une chauve-souris en Chine va provoquer une pandémie mondiale puis une crise économique et sociale majeure. La théorie du chaos, c'est un peu ça. La seule affaire, c'est que quand on pense que c'est le battement d'aile du papillon qui a créé la tornade ou que c'est la chauve-souris qui a créé la pandémie, on a encore un petit peu le réflexe de croire que tout est linéaire, que la cause, c'est le papillon, puis le résultat, c'est la tornade, ou que la cause, c'est la chauve-souris et le résultat, c'est la pandémie. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le battement d'aile du papillon fait un petit mouvement d'air, ce qui ne crée pas de tornade. Mais ce petit mouvement d'air-là va créer un autre impact, peut-être sur une abeille ou une fleur, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais il y a un autre petit changement qui va en amener un autre, qui va en amener un autre, qui va en amener un autre. Et ça, tout ça ensemble, ça va faire que le système météorologique est complètement transformé et crée une tornade. Dans la théorie du chaos, là, on appelle ça que le système a été appelé par un attracteur et qu'il bifurque de son orbite. Je vous l'avais-tu dit que la théorie du chaos et de la complexité, ça vient des travaux en biologie, en physique quantique, en chimie submoléculaire, en astronomie? Je vous avais parlé de ça? Je ne l'avais pas dit. C'est des calculs mathématiques qui nous permettent vraiment de comprendre la théorie du chaos aujourd'hui et de l'appliquer maintenant au système humain. Dans le fond, tout ça pour dire qu'on vit dans un monde qui est complexe, puis que pour prédire qu'est-ce qui s'en vient, il faudrait qu'on ait la capacité de lire finement chacune des petites variables qui sont en interférence les unes avec les autres. Donc, d'avoir une analyse fine de chacune des variables, vous allez être d'accord avec moi, c'est absolument impossible. C'est impossible. Ce que ça veut dire, c'est que nos réalités aujourd'hui, ben, ils sont complexes, incontrôlables, interconnectés, imprévisibles, surprenantes, capricieuses, chaotiques. Bref, le point d'équilibre, tu sais, on l'entend souvent, là, ah, je cherche un équilibre dans ma vie, le point d'équilibre. Oubliez ça. La première chose à retenir aujourd'hui, c'est que le point d'équilibre n'existe pas. Il vaut mieux essayer de trouver une façon de danser dans le mouvement que de trouver un point milieu où on va se sentir stable. Première leçon. Là, j'espère que vous n'avez pas fait le saut. Je vous suis. Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes encore avec moi? OK. Donc, on sait ça. Le point d'équilibre n'existe pas et on doit trouver une façon de danser avec le mouvement. Pourtant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, puis je vais même aller chercher Edgar Morin, un grand maître de la complexité, qui nous dit l'être humain, on est porté à épurer, à réduire, à hiérarchiser pour pas se retrouver dans la complexité parce qu'on a peur de se perdre dans la complexité. Puis vous l'avez dit tantôt, on regardait l'image, on disait, mais ça commence où? Ça finit où? Je vais me perdre là-dedans. C'est fatigant de ne pas savoir, de ne pas voir un chemin clair. Donc, on a ce réflexe de vouloir raccourcir, de vouloir tout ordonner. Et puis ça, ultimement, qu'est-ce que ça crée? Bien, ça nous empêche d'avancer et de faire des grandes transformations sociales. Notre formation disciplinaire, là, j'imagine vous autres, je ne sais pas pour vous, mais moi, à l'école, là, il y en avait une bonne réponse. Puis il y avait une méthode pour arriver à la trouver. Donc, on a appris à séparer les choses, puis on a perdu cette capacité-là à les relier, à penser les problèmes fondamentaux dans leur globalité, dans l'unicité. On se retrouve aujourd'hui assez démunis quand on est face à un problème complexe. On sait comme plus par quel bout prendre ça. On est face à l'incertitude, puis c'est inquiétant, c'est difficile, puis on a tendance, dans ce temps-là, à faire soit s'accrocher à ce qui marchait très bien avant que le système bouge ou qu'il change, soit rester figé, rester dans le statu quo parce que, justement, comme la réponse, elle ne m'apparaît pas, ben, je vais attendre de savoir c'est quoi, donc je n'ose pas bouger, alors qu'en réalité,
la réponse, elle n'existe pas. Il faut la créer. La réponse, il va falloir qu'on la crée. Et c'est ça aussi, le fait que c'est inédit et qu'il faut inventer, qui rend ça un peu vertigineux puis qui nous donne le vertige. Dans le fond, on peut croire qu'il n'y a juste pas de solution dans la complexité. C'est tout bouge, puis ça va au hasard, et puis tout est interrelié. En réalité, ce n'est pas vrai. Encore une fois, la théorie du chaos vient nous enseigner. La théorie du chaos nous explique que du chaos, puis vous avez sûrement déjà entendu ça, là, du chaos, l'ordre naît toujours. Il y a toujours de l'ordre qui va s'imposer, qui va s'implanter. En fait, l'ordre émerge du chaos à travers le mouvement de certaines variables dans le système. La seule chose, c'est que l'ordre qui va apparaître, ben, ça ne veut pas dire que c'est l'ordre qui va avoir le plus de sens pour nous, pour notre organisation, pour notre famille, pour notre société. Donc, si du chaos naît l'ordre, ça veut dire que l'ordre peut émerger. Et nous, si on veut que ce qui émerge soit avantageux chez nous, pour nous, ben, il va falloir qu'on s'en mêle. Il va falloir qu'on ait un impact sur notre système. Et comme on fait partie du système, comme on est nous-mêmes un élément qui va apporter une variation, ben, on peut avoir un impact sur ce système-là. Alors, c'est ça qu'on va découvrir. Je vais vous présenter un modèle qui va nous aider à trouver comment on interagit dans un système. Fait que là, ce que je vous présente maintenant, je vais juste... Ah, je vous avais mis un beau papillon. J'ai oublié de vous le montrer. Donc, l'effet papillon, voici. Ce que je vous présente maintenant, c'est la matrice de Stacy. Alors ça, il faut voir ça comme un outil pour nous aider à prendre des décisions pour savoir où influencer notre système aujourd'hui tel qu'il est. C'est un outil qui va nous servir un peu comme une carte pour se promener dans le système global dans lequel on est, pour se situer là où on doit intervenir. En fait, Ralph Stacey, c'est un professeur de l'Université de Hertfordshire, excusez-moi mon anglais, qui a créé un doctorat sur la complexité. Tantôt, Annick, elle vous disait, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Bien, il y en a qui en parlent vraiment beaucoup de la complexité. Donc, il y a un doctorat qui existe sur la complexité puis le changement organisationnel. Puis c'est de lui qu'on a pris l'exemple, le modèle que je vous présente aujourd'hui. C'est une carte pour circuler dans le fabuleux monde de la complexité. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'on est sur un cadran simple avec une matrice X et une matrice Y. Donc, sur la X, ce qu'on a ici, c'est le degré de certitude qu'on doit évaluer. Je vous ai dit, plus c'est complexe, moins il y a de certitude, moins c'est facile de prédire ce qui va arriver. Et là, vous voyez que cette matrice-là, elle est faite contraire à ce qu'on est habitué. Le moins est vers la droite et le plus est vers la gauche. C'est important de comprendre ça, ce principe-là. Donc, plus c'est certain, plus c'est facile de prédire, plus on est à gauche et plus c'est compliqué, plus on va être à droite. Oups, excusez-moi, je reviens. Plus on va être à droite. Maintenant, sur l'axe ici du Y, on a l'entente et la mésentente. Donc, on a le degré de consensus ici. Le degré de consensus, plus on a un consensus, moins on a un consensus. Fait que, relativement, c'est simple. Alors, ce qu'on doit faire quand on regarde cette matrice-là, c'est de penser aux défis qu'on rencontre en ce moment, puis d'essayer d'aller les positionner dans cette grille de lecture. Alors, on va y aller espace par espace. On vous a mis ici le premier territoire ou le premier secteur, qui est le secteur du simple. Je vous ai mis un beau dessin de gâteau parce que le secteur du simple, ça ressemble à ça. Je décide un matin que je vais faire un gâteau et tant qu'à faire un gâteau, je vais faire un gâteau au chocolat. Puis tout le monde me dit que la meilleure recette de gâteau au chocolat, c'est celle de Ricardo. Puis je vais chercher la recette de Ricardo et voilà. Donc ici, on est dans un contexte stable. C'est un peu le monde, le domaine des best practices, des recettes. OK? Ça fonctionne, les recettes. Alors là, on a un contexte qui est stable ici. On a des relations de cause à effet qui sont très claires. Puis c'est facilement discernable pour tout le monde sans avoir des études poussées ou sans avoir des grandes connaissances. On est capable de savoir que ça va donner ça, que ça va aller là. On est dans le connu-connu.
Si on se réfère peut-être plus à nos vies professionnelles, par exemple, ça pourrait être quand on organise les paniers de Noël. Donc, ça fait des années qu'on organise les paniers de Noël. On s'est doté de procédures des bénévoles qui n'ont pas nécessairement une analyse poussée de la dynamique de la pauvreté, qui n'ont pas nécessairement, sont capables de venir nous accompagner, puis de suivre les procédures, puis de faire une super job pour que tout le monde reparte avec son panier de Noël. Donc ici, là, le type d'attitude qu'il faut avoir, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de passer par 10 000 préoccupations. On a des procédures, on a des étapes à suivre, puis ça peut être une communication assez unidirectionnelle et ça fonctionne très bien. Le risque, quand on se retrouve là puis qu'on a un style de communication très unidirectionnel, c'est de ne pas se rendre compte quand notre contexte change. Si notre contexte change, puis que soudainement, la situation ferait qu'on ne serait plus dans le domaine du simple et qu'on garde la même façon de fonctionner, alors qu'on serait peut-être dans une situation complexe, on va nécessairement provoquer du chaos. C'est la lecture de notre état qui est importante dans ce contexte-là. Maintenant, je vais aller vous présenter le domaine du compliqué, celui-là ici. Donc, dans le domaine compliqué, qui est le domaine des experts, on se rend compte qu'on a un degré de certitude plus faible. Donc, on a moins de certitude sur ce qui va arriver. On a quand même un degré de consensus relativement assez élevé, mais on est plus faible au niveau, donc, des certitudes. Il y a plus d'imprédictibilité. Alors, c'est le domaine des experts. Les relations de cause à effet sont claires, mais pas pour tout le monde. Pas si on n'a pas des connaissances spécifiques, une analyse approfondie, des réflexions approfondies. Donc, l'exemple que je vous ai mis là, c'est je veux envoyer une fusée sur la Lune. Comme tel, on sait qu'on est capable, on sait qu'on sait comment faire. Il suffit d'aller chercher les bonnes formules mathématiques, les bons matériaux. On a suffisamment d'informations en physique, en mathématiques pour être capable de le faire. Mais ce n'est pas accessible à tout le monde et ça prend beaucoup de temps d'analyse pour pousser, pour savoir quelle est la meilleure réponse, quel sera le meilleur matériel, etc. Dans le domaine du compliqué, là, il n'y a pas juste une bonne réponse. Il peut y en avoir plusieurs. C'est pour ça que là, on n'est plus dans le monde du best practice. On est dans le monde des meilleurs, on est dans le monde des bonnes pratiques. Qu'est-ce qui se fait ailleurs et qui a fonctionné? Comment on peut l'essayer, etc. Fait que là, c'est vraiment important d'aller chercher l'avis des experts. Un des risques, si on veut, quand on est ici, c'est que puisqu'on va chercher l'avis des experts, il peut y avoir le danger d'avoir la pensée de groupe. C'est-à-dire que des experts pourraient avoir tendance à ne pas écouter ce qui provient, par exemple, de quelqu'un qui n'est pas expert dans ce domaine-là. Fait qu'on va moins écouter les idées controversées, les idées marginales. Puis l'autre défi aussi, c'est de ne pas passer dans la paralysie de l'analyse. Parce que comme il y a plusieurs possibilités, comme ça prend une bonne expertise pour comprendre quelle serait la solution à mettre en place ou les solutions à mettre en place, on peut avoir des mésententes sur la bonne solution à mettre en place puis rester longtemps dans une période de juste chercher la solution. Puis souvent, on peut avoir chez les experts un certain ego qui prend beaucoup de place et qui rend les choses plus complexes et plus lentes. Ici, si je me réfère peut-être un peu plus à ce que nous, on vit dans notre domaine, bien, un exemple, ça pourrait être comment je vais développer une application qui va nous permettre de faire le suivi du nombre de lits disponibles pour la population itinérante à Montréal. Donc, c'est faisable. Je sais qu'il va y avoir un chemin pour trouver cette formule-là. Et puis, je vais sûrement avoir besoin d'experts en application web, etc. Et je vais pouvoir mettre ça en place. Je vais avoir un processus de cause à effet relativement simple à partir du moment où tout le monde l'a compris, tout le monde l'a appris. On va même comprendre que ce qui est compliqué peut devenir simple une fois qu'il a été résolu. Par exemple, une fois que cette application est lancée et que les gens l'utilisent, ben, le protocole pour utiliser l'application pourrait devenir un protocole qu'on reconsidère comme étant simple. Maintenant, je vous amène. Est-ce que vous me suivez toujours? Vous êtes là? Parfait. Fait que je vous amène dans le politique. OK?
Donc, l'espace politique, là, ce que vous constatez, c'est qu'on a un moins grand degré de consensus. Donc, on est ici, au niveau du consensus, on est beaucoup plus haut, donc moins de consensus, beaucoup plus de mésententes. Puis au niveau de l'incertitude, au niveau de ce qui est prédictible et ce qui ne l'est pas, c'est pas très imprédictible. Hein? On se rend compte qu'on est quand même dans un assez haut degré de certitude, mais c'est surtout l'enjeu du consensus. Ça, c'est le domaine politique, le domaine des relations stratégiques. Ce domaine-là, en fait, c'est là où il y a des conflits de valeurs, des conflits d'intérêts, des positions des parties prenantes qui n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes volontés. Alors là, les causes du problème peuvent être relativement claires, les solutions pourraient être assez simples, mais on ne s'entend pas. Alors là, le leadership à poser, c'est pas d'aller chercher des experts, parce qu'on s'entend sur ce qu'on pourrait faire. C'est pas non plus d'être directif, ça ne fonctionnera pas, on n'a déjà pas de consensus. Alors à ce moment-ci, ce qu'il faut faire, c'est créer des liens, établir les terrains communs, négocier des compromis. Donc, il faut travailler avec les gens pour augmenter le niveau de consensus. Un exemple, par exemple, dans notre contexte, ça pourrait être l'installation d'un site d'échange de seringues dans un quartier, par exemple. Alors, comme tel, c'est pas compliqué. On a plein de bonnes pratiques à l'extérieur qui peuvent nous inspirer sur comment le faire, mais on pourrait avoir un groupe de citoyens qui habitent le quartier qui s'y opposent. Alors là, on aurait un enjeu beaucoup plus politique. Maintenant, on va passer dans le domaine de l'émergence. Ah, je ne sais pas, je vous amène-tu dans l'émergence ou dans le chaotique en premier? Je vais vous amener dans le chaotique en premier, OK? On finira par le complexe, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, le chaotique. On est dans le très haut degré de désaccord et très haut degré d'incertitude. C'est ce qu'on appelle le chaotique. Et ça, c'est le monde de la réponse rapide et de l'urgence. OK? Ici, on doit agir vite en dépit du désordre parce qu'on doit survivre. En gros, c'est ça dans le chaos. Aucun guide, aucun manuel ne peut nous aider à ce stade-ci. C'est le royaume des inconnus. On doit absolument juste comme stopper l'hémorragie. Il faut agir, il faut rétablir l'ordre. Dans un cas comme ça, c'est du top-down. Il faut être directif. On n'a pas vraiment le temps de demander l'avis de chacun. Alors là, des exemples, ben, le début de la pandémie, c'en est un. Lac mégantic qu'on a vécu au Québec, on a le 11 septembre, un tsunami, on est dans le chaos total et il faut avoir, comme je disais, des façons directives d'être top-down. Le risque dans le chaos comme ça, c'est qu'il y a des leaders qui vont être très bons lors des crises. Donc, ils vont avoir une façon très bonne de répondre aux urgences, de placer des règles, de mettre de l'ordre, si on veut, par rapport au chaos, en imposant cet ordre-là. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que parfois, s'ils sont du succès, c'est les leaders. Ce que la théorie dit, c'est qu'ils peuvent avoir un ego qui se surdimensionne et ils peuvent se sentir invincibles parce qu'ils réussissent, parce que la population va demander à ce qu'un dirigeant ou à ce que quelqu'un dans mon organisation mette de l'ordre parce que c'est tellement difficile de vivre avec le chaos qu'on va demander ça. Donc, le dirigeant qui va être bon en période chaotique va faire ça très bien et s'il a toute l'adoration du public, ben, il pourrait devenir un petit peu moins capable de lire son environnement parce que là, il est très bon, il a de l'adoration du public et là, soudainement, cette espèce de gang de fans-là va le couper du reste de l'environnement pour être capable de lire. Et peut-être qu'on n'est plus en mode chaotique et qu'on est retombé dans du complexe. Et là, dans le complexe, le mode de leadership, c'est certainement pas un leadership directif que ça prend. Alors, le danger ici, c'est de ne plus lire quand on n'est plus en chaotique, notre environnement. Alors, je vous parle du dernier espace, l'espace complexe que vous avez ici. L'espace complexe, c'est quand le degré de complexité, le degré d'incertitude est assez élevé, puis le degré de consensus est assez faible aussi. Donc là, on est dans le domaine de l'émergence, en fait.
Les relations de cause à effet ne sont pas claires. En fait, on les découvre à peu près à la fin. Une fois qu'on a essayé des choses, on est capable de constater, ah, c'est ça, c'est le battement d'aile du papillon qui a fait que, etc., etc. Donc ici, les résultats, tout est émergent, tout est imprévisible. Dans le contexte compliqué, je vous disais, il y a au moins toujours une bonne réponse. Ici, la réponse, elle n'existe pas, il faut la créer. C'est-à-dire qu'on est dans un espace où il faut tester. Il faut être en mode expérimentation. Il faut essayer de trouver à travers la mise en action, en fait. On ne peut pas imposer un ordre, mais je vous le disais tantôt, il y a l'ordre qui va émerger. Alors, il faut être à l'écoute de ce qui émerge et qui pourrait devenir des points d'ancrage pour développer quelque chose qui serait la solution dont on a besoin. Donc, dans un contexte comme ici, il faut être très en émergence, il faut tester et faire confiance puis accepter les échecs. Parce que quand on est en mode d'émergence, on n'a pas le temps d'attendre pour savoir si ça va être la bonne solution. On ne l'a jamais vu ailleurs, ça n'a jamais été essayé, donc il faut essayer et ça se peut qu'on se trompe. Et en fait, ça fait partie de l'expérimentation que de se tromper. Donc ici, ça prend un style de leadership où on est participatif, à l'écoute, connecté sur notre monde et sur notre environnement. Donc, pour être capable de créer des solutions qui répondent à cette réalité complexe ici. Alors, avec tout ça, ça fait le tour des différents espaces ou des différents domaines. Ce que vous allez pouvoir constater, c'est que des fois, on dit « Ah, c'est tellement complexe », puis quand on prend le temps de faire l'exercice, on va pouvoir mieux situer dans les cadrans où on est réellement. C'est ce que j'ai envie de vous proposer maintenant. Ah, peut-être une dernière petite information. On a tous une préférence. OK? Et si on ne prend pas le temps de regarder la situation dans laquelle on est, où elle se situe dans les cadrans, on va prendre ce qu'on a l'habitude de faire tout le temps. Donc, si je suis bon dans l'émergence, ben, je vais utiliser l'émergence dans toutes les situations. Si je suis bon dans un domaine pour aller chercher des experts, ben, je vais utiliser cette stratégie-là dans toutes les situations, à moins que je prenne le temps de vraiment cibler où je me retrouve actuellement dans cette carte-là. Donc, là, j'ai beaucoup parlé. On va passer en action. Je vais vous proposer une réflexion, puis ensuite, on va aller en petits groupes. Donc, à moins qu'il y ait des questions, je vais vous proposer qu'on fasse cette première réflexion-là. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Ça va? Parfait. Donc, la question que je vous pose, c'est prenez le temps de réfléchir. On va se faire 2-3 questions de réflexion avant d'aller dans les petits groupes. Prenez le temps de réfléchir en rétrospective. Depuis le début de la crise, est-ce que vous êtes capable d'identifier le style de leadership que vous avez utilisé? Dans tout ce que je vous ai décrit, qu'est-ce que vous avez le plus mis en place? Donc, prenez le temps d'y penser, peut-être d'écrire vos réponses aussi pour approfondir votre réflexion. Je vous pose une deuxième question à réfléchir. Si vous aviez à qualifier votre degré d'aisance dans la complexité en ce moment, que diriez-vous? Donc, on se rappelle, la complexité, c'est le domaine de l'émergence. Quand vous êtes là-dedans, qu'est-ce qui naît? Est-ce que vous êtes à l'aise? Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement que finalement, la complexité et l'incertitude, ça fait partie de notre vie, puis ça ne va pas disparaître, en fait. Hein? Là, on est dans une situation particulièrement complexe, mais tout notre quotidien est dans la complexité. C'est ça qu'on regardait tout à l'heure. Et puis, j'avais exactement écrit ça ici. Là. Je vais reprendre exactement ce que, je pense que c'est Basilia qui a parlé, qui parlait que les gens demandent que les dirigeants sachent répondre aux situations chaotiques. Là. On s'attend des dirigeants qui le fassent. La population en général ou dans vos organisations, les gens vont s'attendre à ce que la personne qui est en position de leadership trouve une solution à l'incertitude. Que la personne
recréer la stabilité. C'est ça qu'on a un peu le réflexe d'espérer parce que c'est très inconfortable, l'incertitude, on n'est pas bien là-dedans. Fait qu'on s'attend que notre leader, il fasse ça. Et puis, même des dirigeants, que ce soit des dirigeants d'organisation, que ce soit des dirigeants de nos organismes ou même de populations, ben, ils ont le désir d'apporter de l'aide à ces personnes-là, puis ils vont vouloir créer le sentiment de sécurité, puis protéger les gens contre le changement, alors que le changement est toujours constant. Fait que même quelqu'un qui pourrait ne pas être dans un mode dictatorial pourrait, dans une période très complexe, en voulant replacer la stabilité, entrer dans cette attitude-là, dans cette posture-là. Puis généralement, ce qui arrive, puis là, je suis persuadée que vous avez déjà goûté à ça dans votre vie à un moment donné, en voulant répondre puis résoudre toutes les complexités, toutes les difficultés, on s'épuise. On s'épuise à la tâche. Simplement parce que c'est impossible. Une seule personne ne peut pas offrir un équilibre suffisant pour que les gens se sentent en sécurité. Ça n'arrive pas, ça. Une seule personne ne peut pas créer de l'équilibre, de la stabilité, remettre de l'ordre pour l'ensemble. C'est donc là où on est obligé de repenser qu'est-ce que ça veut dire être en posture de leadership. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir les gens autour de moi? Puis là, je dis posture de leadership, là, tu sais, moi, dans mon rôle de mère de famille, là, je le vois autant, OK? Fait que quand je dis posture de leadership, on s'entend sur comment je peux amener puis influencer autour de moi les gens. Donc, on a un rôle qui est différent. On doit aider les gens autour de nous à entretenir des rapports avec l'incertitude, avec le chaos. On doit les accompagner pour que cet espace-là ne soit plus si insécurisant, ne soit plus si difficile. Donc, c'est ça notre vraie responsabilité. C'est pas de mettre de l'ordre, d'imposer de l'ordre, mais plutôt d'amener les gens à créer une relation avec l'incertitude. Puis ça nous amène à voir un peu comment on va faire ça. On va le regarder tout à l'heure, mais ça nous amène donc à puiser en nous le courage d'affronter l'incertitude en sachant, puis l'inconnu, en sachant qu'il y a de l'incertitude, il y a de l'inconnu, puis je ne les ai pas les réponses. Puis j'espère pas y répondre toute seule parce que ce ne sera pas possible. Le courage, ça vient du mot cœur. Le courage, ça vient du mot cœur, c'est d'être pleinement soi-même, raconter pleinement mon histoire à moi. Donc, pleinement moi-même face à l'inconnu. Comment on fait ça? Là, je vais vous partager mon écran juste pour que vous puissiez voir le contenu au fur et à mesure. Vous savez que quand je partage l'écran, vous avez encore la possibilité de choisir de voir les caméras. Hein? Si vous allez, soit que si vous voulez me voir moi, mais vous pouvez voir d'autres personnes, vous pouvez aller choisir là, de mettre la caméra en gros plan plutôt que l'écran. C'est possible en cliquant sur ma caméra, sur mon image à moi ou celle de quelqu'un d'autre. Donc, comment on va être amené à travailler en fait dans l'incertitude? Ce que Margaret Whitley nous propose, déjà, c'est d'avoir une approche complètement différente. Puis vous avez déjà abordé ça tout à l'heure, je pense, dans vos petits groupes ou même dans la plénière. Gabrielle nous en faisait part. Il faut, ce qu'on nous dit, c'est envisager l'aventure humaine de façon plus simple. Ça demande une nouvelle manière d'agir et d'être, être et agir sans peur. S'ouvrir au jeu et à la créativité, puis explorer les possibles. Être prêt à apprendre et à être surpris. Je l'ai mis cette citation-là parce que je trouve qu'elle résume bien ce que je vais vous donner comme piste de réflexion. Ce que j'ai essayé de faire pour cette portion-là, c'est de ressortir à partir de plusieurs lectures que j'ai faites autour de la théorie du chaos, autour de la complexité, un peu les meilleurs moyens pour favoriser, pour permettre l'émergence, en fait. Donc, la première chose que je vais vous les mettre ici. En fait, je vous les ai mis ici. Il n'y en a pas énormément. J'ai essayé de centraliser ça. On en a 5. Favoriser l'intelligence collective, mettre en action puis réviser de façon itérative, se concentrer sur un petit nombre de principes clés, sélectionner des petites actions dont l'impact potentiel est majeur, puis s'attendre à être surpris. Donc,
Je vais les détailler un petit peu pour que vous ayez l'occasion de creuser, pour que ce soit en fait, là, je sais pas des conseils, c'est pas c'est pas des recettes, c'est juste peut-être des idées ou des pistes pour avancer dans la complexité, puis pour favoriser l'émergence des solutions, l'émergence des pistes pour apporter de l'ordre dans le chaos. Donc, favoriser l'intelligence collective, on l'a dit, une seule personne ne pourra pas, attendez, je vais vous mettre ça comme ça, une seule personne ne pourra pas trouver des solutions à elle toute seule puis rétablir de l'ordre. Donc, ça devient fondamental, ça devient absolument essentiel d'utiliser l'intelligence de tous pour arriver à émettre des solutions. Alors là, ici, comment on réussit à favoriser de l'intelligence collective pour amener vers des solutions? Bien, on est convaincu que c'est seulement en ayant des conversations porteuses qu'on va avoir des organisations qui vont devenir pertinentes et résilientes. Parce que des conversations porteuses, des conversations qui sont puissantes, c'est les conversations qui vont être assez profondes pour qu'elles puissent faire émerger des solutions qu'on n'avait jamais imaginées avant, qu'on n'avait jamais vues, parce qu'elles répondent à une nouveauté, à quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé, qui existe maintenant. Donc, des conversations où est-ce qu'on va pouvoir construire ensemble, premièrement, une compréhension commune de ce qu'on vit. Donc, chacun a des petits morceaux, des variables qui ont un impact sur le système. Donc, en les mettant ensemble, on a une meilleure compréhension de notre système. Et après ça, on va trouver des solutions pour s'adapter à notre réalité actuelle puis au futur qu'on veut créer ensemble. Donc, une conversation porteuse, le Art of Hosting nous décrit un peu ce que c'est. Ils disent, en gros, c'est le contraire de quand on est en train de négocier ou quand on est en train d'argumenter de part et d'autre pour savoir qui a la meilleure solution. On est vraiment en train d'écouter ce qui est en profondeur. Donc, on amène à la surface les éléments jamais pris en considération parce qu'on ne les connaissait même pas pour trouver des solutions ensemble. Alors, comment favoriser l'intelligence collective? La posture, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes, qu'on soit dans un rôle de leadership dans une organisation ou qu'on soit dans une organisation sans être en leadership, on a une posture qu'on peut avoir, qu'on peut porter, que ce soit dans notre quotidien, qui va faciliter la mise en place de l'intelligence collective. Alors, ce que je vous propose, c'est d'explorer ça. La première chose à faire, je pense que vous l'avez nommé un petit peu tout à l'heure, c'est d'être curieux. Être curieux puis chercher à aborder les questions qui sont importantes. Il faut travailler notre posture d'être à l'écoute. Donc, des fois, c'est difficile parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vous êtes fatigué, vous êtes dépassé, tu sais, avec le sentiment de la complexité. Fait qu'on a un peu envie de trouver des solutions puis de plus se casser la tête. Bien, pour être vraiment en mesure de faire émerger des solutions, c'est le contraire. Il faut approfondir notre réflexion pour ramener à la surface qu'on ne sait pas encore, mais qui est là puis qui existe. Donc, être à l'écoute de tous, des idées, des perspectives. Il faut encourager puis honorer les contributions de tous. Et ça veut dire même les gens qui pensent complètement différemment ou qui ont des idées hétéroclites, c'est ce qui va nous aider à comprendre le contexte dans sa globalité, puis à trouver des solutions qui vont répondre à un contexte dans sa globalité. On va essayer aussi, quand c'est possible, de rendre visibles les découvertes. Quand on découvre quelque chose, on en parle, on le nomme, on le propose, on le suggère. Puis, fondamentalement, ce qu'on doit faire pour être capable de favoriser l'intelligence collective, c'est de contribuer avec l'esprit puis le cœur. On doit aller dans toutes ces zones-là. On ne peut pas être seulement dans un esprit rationnel. Pour être capable d'avoir accès à ce qu'on ne sait pas déjà, il faut écouter différentes intelligences, incluant l'intelligence de l'intuition et incluant l'intelligence émotionnelle. Donc, il faut entrer dans ces processus-là avec notre esprit, mais aussi avec le cœur. Donc, ça, c'est pour créer de l'intelligence collective. C'est la posture qu'on suggère, que la théorie sur l'intelligence collective nous suggère. Ensuite, une autre chose, quand on est face à des situations de complexité où la réponse, elle n'existe pas, là, on ne peut pas juste la trouver, il faut qu'on l'invente, on propose de se mettre en action puis de réviser de façon itérative. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, vous l'avez dit beaucoup tout à l'heure, là. Vous êtes en mode d'exploration. Un mode d'exploration, ça veut dire que j'attends pas d'être sûre que ma réponse, que la solution qui est proposée, elle est bonne.
je la mets en place, puis je l'essaye, puis je me rends compte qu'elle n'est peut-être pas tout à fait ajustée, ou je me rends compte que cette solution mise en place, elle a un impact sur notre système que je n'avais pas pensé. Et évidemment, c'est normal parce que le système est très complexe. Donc, il va y avoir des impacts que vous n'allez pas avoir prévus parce que c'est imprévisible. C'est donc important de ne pas attendre, de rester dans l'analyse, de rester dans la réflexion, mais vraiment de se mettre en action, puis de créer des espaces de révision. Et quand on est en situation de complexité comme aujourd'hui, là, je pense que c'est Gabrielle tantôt qui parlait, elle dit, moi, j'ai 3 rencontres d'équipe par semaine. Mais réviser de façon itérative, là, ça veut dire ça. En situation complexe, particulièrement comme on a en ce moment, c'est à toutes les semaines qu'on vérifie. Là, 3 fois par semaine, vous ne devez pas parler de la même chose à chaque rencontre, mais quand on met en place une solution qu'on a inventée, qu'on a patentée, qu'on a imaginée, on retourne la voir régulièrement, de façon itérative, pour être capable d'apprendre de cette solution-là, puis de voir si ça fonctionne. Ça veut dire le mot itératif. Itératif, ça veut dire, c'est comme une spirale, on revient toujours. Donc, on met quelque chose en place et on revient pour vérifier est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça a bien été. Donc, c'est une façon d'aller, c'est un peu un aller-retour en itératif. On peut imaginer une spirale où est-ce qu'on va toujours aller se re-questionner puis vérifier nos nouveaux apprentissages. Qu'est-ce qu'on a appris? Et on recontinue. Et qu'est-ce qu'on a appris? Et on continue. Donc, c'est pas linéaire comparativement à ce qu'on connaît ou ce que je vous expliquais dans notre première portion. Ensuite, comment avoir une capacité de se mettre en action puis d'être en mode itératif ou être en mode expérientiel? En fait, la posture la plus sympathique, c'est de voir toutes les initiatives comme des enquêtes systémiques. C'est comme, on essaye ça, puis on va voir ce qu'on va apprendre de notre système. On essaye ça, puis on présume qu'on va apprendre quelque chose. Donc, il ne faut vraiment pas se dire que, OK, ça, c'est la solution, puis il faut que ça marche, puis si ça ne marche pas. Non, ça, c'est un essai, puis on va voir ce qu'on apprend de là. Il faut être dans cette posture-là d'apprentissage. Mettez pas tous vos espoirs dans une affaire. Mettez vos espoirs dans l'apprentissage, dans l'essai, dans l'erreur. L'autre élément, c'est qu'il faut faire confiance, puis surtout accepter les erreurs comme inévitables. Pour que les gens soient prêts, que ce soit dans une organisation ou dans un autre contexte, à essayer des affaires, à s'amuser puis à tester pour voir si ça marche ou pas, il faut qu'ils aient la certitude que leur crédibilité puis même leur poste ne seront pas en jeu s'ils se trompent. Parce que sinon, ça paralyse les gens. Et quand on ne peut pas se tromper, parce qu'on va nécessairement perdre la face ou la crédibilité parce que dans l'organisation, ce n'est pas une valeur, celle de pouvoir se tromper pour apprendre, ben on ne bouge plus, on se paralyse. Et donc, on n'essaye pas plein de nouvelles affaires. Il faut créer cette confiance-là, puis il faut accepter puis nommer que l'erreur, c'est normal, ça fait partie de l'exploration. Puis finalement, il faut récolter nos apprentissages, qu'ils soient individuels ou collectifs. Les récolter, qui servent à l'ensemble. Puis c'est une façon aussi de montrer qu'on apprend de ces processus-là. Donc, on n'est pas en train de juger si ça n'a pas marché, si c'était complètement à côté finalement. On est en train d'apprendre sur notre système, que ce soit l'environnement qui nous entoure, donc que ce soit les organisations avec lesquelles on est partenaire, ou que ce soit sur notre organisation, aussi, puis nous, comme équipe, finalement, on n'est pas bon là-dedans. Ça aurait pu être une bonne idée, mais on n'est pas bon. Puis en plus, on n'a pas de plaisir. On apprend sur nous, puis on continue à cheminer là-dedans. La troisième proposition que je vous fais, c'est se concentrer sur un petit nombre de principes clés. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans le chaos, l'ordre naît toujours. Okay? Ça arrive par soi, ça arrive tout seul. Ça se crée d'une certaine façon. Évidemment, on veut que ça se crée de la façon qui est la plus riche pour nous puis pour notre organisation. Donc, comment on va faire ça? Ce qu'on s'est rendu compte dans la question du chaos, c'est que l'ordre naît, il arrive de soi, il émerge d'une façon ou d'une autre. Et nous, pour qu'on puisse l'influencer, il faut se donner quelques règles. Par exemple, on va prendre l'exemple des oiseaux. Okay? Vous allez sur la plage, vous voyez
une quantité d'oiseaux, puis ça arrive souvent là, sur la plage, il y a plein d'oiseaux, sont tous ensemble, et puis d'un coup, ils décident qu'ils se déplacent. Vous avez déjà vu ça? Des oiseaux qui font ça, ils sont une grosse gang, puis ils se déplacent d'un seul coup. Foum! C'est un chaos, là. Je veux dire, c'est un chaos, ils partent tous, ils sont parfois des centaines, ils partent en même temps, et aucun de ces oiseaux-là ne frappe un autre oiseau en procédure de vol. Aucun. Et ils arrivent tous à un endroit déterminé ensemble. Donc, ils ont, dans ce chaos-là, créé un certain ordre qui fait comme cette danse-là dans le ciel. Les experts qui se sont aperçus, c'est qu'en réalité, les oiseaux possèdent 3 grandes règles, des grands principes clés sur lesquels ils sont clairs et qui font qu'en bout de ligne, de ce grand chaos-là, va naître l'ordre. Les 3 règles, c'est maintenir un minimum de distance entre chaque oiseau, suivre la vitesse de l'autre, puis bouger vers le centre. Puis ça fonctionne. Alors, si on transfère ça, si on transpose ça sur des systèmes humains, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut se donner ce genre de principes clés-là pour qu'après ça, nos initiatives qui émergent, on puisse les laisser pousser. Mais on s'est donné des balises, on s'est donné des points d'ancrage solides qui sont chers à nous. Et qui sont chers à nous collectivement. Puis la façon de faire ça, la posture à prendre pour faire ça, j'ai creusé un peu, puis je suis allée avec mon intuition. Puis ce que je vous propose, c'est d'abord d'identifier vos balises personnelles. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quand moi, je me dis, je veux plus tard me regarder et dire, hey, moi, je suis fière de la personne que je suis, ça va être quoi? C'est-tu parce que je vais être en lien avec les autres, parce que je vais avoir donné le meilleur de moi-même à tel endroit, parce que je n'aurai jamais abandonné? Donc, c'est quoi mes balises personnelles qui font du sens pour moi? Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Et à partir de là, on se donne le temps, comme gang, comme équipe, comme système qui évolue dans le grand système, de définir qu'est-ce qui est important pour nous. C'est quoi qui est important pour nous? Et ça devient nos principes clés. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Les oiseaux, il y en a 3. Ça marche super bien. On n'a pas besoin d'en avoir des milliers, mais juste quelques-uns. 3, je trouve que c'est un beau chiffre. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que c'est d'offrir le service au plus grand nombre? Est-ce que c'est d'offrir un service de profondeur et de qualité? Est-ce que c'est d'être présent pour nous-mêmes en premier dans la période de crise qu'on vit, de s'assurer que dans notre équipe, personne tombe au combat en termes de détresse psychologique? Prenons le temps juste de définir nos principes clés dans la situation de complexité. Ça va nous permettre après ça, que les initiatives qui vont émerger vont respecter ces principes-là. Et si elles ne les respectent pas, on va avoir des interventions minimes qui vont avoir un impact pour les transformer. Vous me suivez? Il nous en reste juste 2, qui ne sont pas très longs. Sélectionner des petites actions dont l'impact potentiel est majeur. Donc, sélectionner des petites actions comme une aile de papillon, un battement d'aile de papillon. C'est ça qu'il faut se dire. Des fois, c'est époustouflant, on se sent complètement dépassé, on a l'impression, je ne sais pas par quel bout le prendre, ce chaos-là. Vous ne pouvez pas le prendre par tous les bouts. Puis vous ne pouvez pas le prendre complètement. Puis vous ne pouvez pas non plus agir sur 1001 variables qui ont toutes une interaction les unes avec les autres. Alors, il faut cibler. Qu'est-ce qui vaudrait la peine? Une petite action clé, ça peut être de convaincre une personne que cette proposition-là, cette émergence-là serait la bonne chose à faire et ça va faire virer notre système graduellement parce que cette personne a de l'influence ou parce que cette personne-là va avoir l'impact sur un autre système qui va s'accrocher à nous. Ça peut être aussi de percevoir quand il y a au sein du système ce qu'on appelle dans la théorie du chaos là, les attracteurs. Donc, on sent quelque chose, on sent venir une transformation vers ce sens-là, puis ce sens-là nous dérange ou c'est pas exactement là que notre système devrait aller. On s'ajuste aux attracteurs. Je vais vous donner un autre exemple. Ça pourrait être chez nous à Dynamo, on a commencé à utiliser Slack à un moment donné. Slack, c'est une application technologique là, pour se parler, s'envoyer des documents puis chatter, là, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est nouveau, puis c'est plein de sujets qu'on crée, des dossiers, en tout cas, et on discute comme format chat là-dedans. Alors, une partie de l'équipe embarque là-dedans, puis s'envoie des messages, puis fonctionne dans cette nouvelle stratégie-là. Puis on n'a pas dit là, comment on va l'utiliser, êtes-vous d'accord? On a juste lancé ça, puis on l'a essayé.
Et là, une collègue, elle, ça répondait pas à sa en fait, on s'est mis à avoir des conversations profondes sur sur l'orientation qu'on veut prendre, sur comment on va, donc des réflexions presque stratégiques sur cette nouvelle méthode-là. Une de nos collègues sentait donc qu'il y avait un attracteur, que les conversations qui existaient ailleurs avant s'en allaient vers une autre méthode de conversation. Alors, elle a saisi cet attracteur-là. Une petite intervention dans notre système pour dire c'est pas tout à fait, c'est difficile de suivre ces conversations-là, c'est donc des conversations tellement importantes. Est-ce que c'est le bon moyen pour avoir ces conversations-là? Tout de suite, elle agit sur une toute petite action, une intervention, elle agit sur l'attracteur qui amenait l'organisation à transformer sa façon de prendre des décisions. Est-ce que la transformation était bonne, aurait été bonne ou pas bonne? Ça, on ne jugera pas de ça. L'exemple que je vous donne, c'est principalement pour vous dire que cette personne-là a senti l'attraction, la transformation. Ça ne répondait pas probablement à des principes ou à des prémices. Puis elle a une petite intervention. Ce qui est arrivé, c'est que le système s'est automatiquement régulé. On a dit, ah oui, on va parler de ça en réunion. Et puis finalement, on a réorganisé notre utilisation du Slack tout simplement. Une toute petite intervention fait toute la différence. Donc, comment on fait ça? Bien, d'abord, on doit accueillir le principe d'unicité. On est un tout, on fait partie d'un grand tout, on n'a pas le choix. Si on accueille ça, déjà, on va pouvoir partir de l'a priori qu'une petite chose peut avoir un grand impact. Il faut développer notre capacité d'avoir une lecture systémique. Il faut évidemment être attentif aux signaux d'attracteurs potentiels. Donc, quand on sent que le système s'en va vers quelque chose, bien, il faut être soit, quand on le sent, bien, soit si c'est quelque chose qui semble faire du sens, qui semble être porteur, bien, il faut avoir des interventions spécifiques pour pousser le système vers cet attracteur-là. Et si c'est des attracteurs qui risquent de tirer vers là où c'est pas là qu'il va en fonction de nos principes clés, ben une intervention pour ramener le système le plus possible vers d'autres attracteurs qui vont avoir plus de force, plus de puissance. Fait qu'il faut être attentif à tous ces sentiments-là qu'on est tiré ici et là. Puis ultimement, il faut faire confiance à l'intuition. Vous sentez des choses et elles sont essentielles pour comprendre nos systèmes. Dans un système vivant, on ne peut pas tout comprendre rationnellement, mais on est nous-mêmes, l'être humain, un système vivant qu'on ne se comprend pas tout, mais il y a des sentiments, il y a de l'émotion, donc il y a de l'intuition qui peut nous renseigner sur ce que le système est, que des fois on ne comprend pas tellement rationnellement, mais qui nous amène à avoir des interventions stratégiques. Finalement, s'attendre à être surpris, c'est pas très compliqué. Accueillons ce principe que tout est difficile à prédire, en fait impossible à prédire, et amusons-nous avec la surprise. Développons le réflexe de faire « Ah, tiens, je n'avais pas vu venir celle-là. » Amusons-nous avec ça. On ne pourra jamais voir tout venir. Amusons-nous avec la surprise. Donc, voilà un peu les grands moyens que je vous ai ramenés ensemble pour travailler sur l'émergence, comment faire naître l'émergence dans un contexte de complexité.